On dit que se connaître soi-même est la première étape pour changer. Mais personne ne t'a jamais dit où te trouver vraiment. Ce n'était pas un livre que tu lis simplement. C'était un livre que tu vis. C'est un guide écrit non pas avec de l'encre, mais avec des erreurs, des schémas répétés, de la douleur et des découvertes. Peut-être que tu as senti que quelque chose en toi te retient en silence, que tu continues à faire des choses que tu ne comprends pas, que tu réagis comme si quelqu'un d'autre tenait le volant. Et peu importe à quel point tu essaies d'avancer, il y a toujours quelque chose qui te ramène en arrière. Tu ne t'es pas brisé, tu n'es pas confus. Tu as simplement vécu toute ta vie en suivant une carte que tu n'as pas dessinée, une carte cachée profondément dans ton esprit. Ce livre essaie de te rendre cette carte. Tu ne trouveras pas ici des réponses magiques, mais tu trouveras des chemins intérieurs que personne ne t'a appris. Tu vas faire face à ce qui, en toi, te maintient bloqué. Et tu vas comprendre ceci. Tu n'es pas une victime de ton esprit. Tu es celui qui en hérite. Si tu décides de continuer, un avertissement honnête. Une fois que tu vois ces choses, tu ne peux plus faire semblant de ne pas les avoir vues. Bienvenue sur ta carte. Pas celle que tu crois avoir, celle qui te guide vraiment. Chapitre 1. Ce que tu ne vois pas te contrôle. Tu vis sous l'illusion du contrôle. Chaque choix que tu crois faire librement a été programmé dans ton esprit bien avant que tu aies la capacité de t'en protéger. Je me souviens encore d'Hector, un professeur d'université respecté, 58 ans, à Mexico. Après 30 ans consacrés à l'IS-éducation, il était connu pour son esprit vif et ses méthodes d'enseignement innovantes. Quand on lui a proposé le décanat, un poste dont il rêvait depuis des années, il s'est soudain senti submergé par une anxiété inexplicable. Il a commencé à souffrir d'insomnie et de fortes migraines. Le jour où il devait présenter son plan stratégique au conseil de l'université, son esprit s'est complètement vidé. Il a bégayé, il s'est perdu dans ses propres notes. Et finalement, il a dû se retirer. Il a perdu l'occasion de sa vie. Pendant nos séances, un souvenir enfoui depuis plus de 50 ans est remonté. Le père du Hector, ouvrier textile, qui avait à peine terminé l'US-école primaire, lui disait, quand il réussissait à l'US-école, « Les gens comme nous ne sont pas faits pour diriger. Nous sommes faits pour travailler dur et être honnêtes. » Hector, qui aimait profondément son père, a intégré cette limite à un niveau inconscient. À chaque fois qu'il s'apprêtait à entrer dans un vrai rôle de leadership, une alarme intérieure se déclenchait. Elle sabotait précisément ce qu'il voulait le plus, consciemment. Ce que Sigmund Freud a révélé sur le fin conscient était révolutionnaire, et c'est toujours aussi dérangeant aujourd'hui. Ton esprit conscient, la voix intérieure que tu identifies comme toi, ne représente que environ 5 à 10% de ton activité mentale totale. Le reste fonctionne sous ton seuil de conscience, hors de portée de la réflexion quotidienne. Et pourtant, cela façonne puissamment tes réactions, tes décisions et tes émotions. Freud distinguait le préconscient, les souvenirs et connaissances accessibles avec effort, et le fin conscient profond, où se trouvent les pulsions, les traumatismes et les désirs cachés, qui résistent à devenir conscients. Carl Jung a développé cela en expliquant que les inconscients personnels reposent sur une couche encore plus profonde, le tas inconscient collectif, un réservoir partagé d'archétypes et de symboles communs à tous les êtres humains. Ces archétypes, l'état ombre, l'état anima et l'état animus, le vieil homme sage, le enfant, apparaissent dans tes rêves, tes peurs et dans des réactions que tu n'arrives pas à expliquer complètement. Les neurosciences modernes confirment ces idées de manière fascinante. Des études montrent que ton cerveau prend des décisions jusque à 7 à 10 secondes avant que tu en sois conscient. Cela ne veut pas dire que tu n'as aucun libre arbitre. Cela veut dire que la liberté est bien plus complexe que tu ne le penses. Ton moi conscient agit souvent comme un avocat qui défend des décisions déjà prises par des processus inconscients au lieu d'être le juge que tu crois être. Cela explique pourquoi tant de domaines de ta vie semblent hors de ton contrôle, surtout après avoir dépassé le milieu de la vie. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, après des années d'expérience et de sagesse, tu répètes encore les mêmes schémas douloureux? Pourquoi ton engagement à faire du sport régulièrement s'est éteint après quelques jours? Pourquoi, malgré tes meilleures intentions, tu te retrouves encore dans des relations qui reproduisent des dynamiques familiales toxiques? Pourquoi certaines critiques ou certaines situations déclenchent encore des réactions émotionnelles totalement disproportionnées? La réponse se trouve dans les 90 à 95% de ton esprit, qui travaille sous ta conscience. Comme me l'a dit un jour Carmen, une femme d'affaires accomplie de 67 ans, de Medellín. J'ai passé toute ma vie à croire que j'étais une femme forte et déterminée.
Mais je réalise maintenant que mes décisions les plus importantes étaient contrôlées par les peurs d'une petite fille de 6 ans qui voulait seulement l'approbation de son père absent. Joseph Murphy, qui a étudié le pouvoir du subconscient, a montré que ce vaste réservoir mental ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est imaginé. Si la charge émotionnelle est assez forte, une croyance d'enfance comme « je ne suis pas à la hauteur »,« les argents corrompent » ou « les gens finissent toujours par te trahir » fonctionne comme un programme informatique. Il lance automatiquement des comportements qui confirment cette croyance et crée un cercle vicieux que nous confondons avec la réalité. Les souvenirs que tu gardes de ta jeunesse, ces années à Bogota, Lima, Caracas ou Buenos Aires, dans les années 70 ou 80, ne sont pas juste des histoires. Ce sont des programmes actifs qui influencent encore tes choix au quotidien. Cette remarque dure de ton professeur de maths à 13 ans, le fait d'être constamment comparé à ton frère aîné, les peurs économiques pendant l'hyperinflation, dans beaucoup de pays d'Amérique latine, l'instabilité politique qui a marqué notre région, tout cela a laissé des traces dans ton subconscient. Et ces traces affectent encore ta vision du monde, tes réactions automatiques et ce que tu crois possible. Jacobo Greenberg, brillant neuropsychologue mexicain, le a formulé ainsi: ton cerveau construit littéralement des cartes neuronales à partir des expériences précoces, puis il filtre toute la réalité à travers ces cartes. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu le vois tel que tu es. La pratique que je te propose pour commencer ce voyage est simple, mais puissante. Pendant les 3 prochains jours, garde un petit carnet sur toi. Chaque fois que tu ressens une réaction émotionnelle forte, peur, colère, anxiété, même une joie écrasante, arrête-toi un instant et note-le. Écris brièvement ce qui a déclenché cette réaction. Note les sensations physiques. Et note aussi si une pensée automatique ou une phrase t'est venue à l'esprit. N'essaie pas encore d'y analyser. Ne t'essaie pas de changer quoi que ce soit. Observe seulement, comme quelqu'un qui allume une lumière dans une cave restée sombre pendant des décennies. Ce que tu vas découvrir va te surprendre. Beaucoup de tes réactions les plus fortes ont peu à voir avec le moment présent et beaucoup plus à voir avec d'anciens schémas réveillés par ce qui se passe maintenant. Cette conscience est la première étape vers la liberté intérieure. Comme Jung l'a dit, tant que tu ne rends pas le fin conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Et voici la partie pleine d'espoir. Même si les expériences précoces façonnent ton subconscient, il n'est jamais trop tard pour le reprogrammer. La neuroplasticité, cette découverte majeure des neurosciences modernes, montre que nous pouvons créer de nouvelles connexions neuronales jusqu'au dernier jour de notre vie. Mais pour changer ces schémas, nous devons d'abord comprendre comment ils se sont formés. Comment cet esprit automatique a-t-il été construit à l'origine? Cet esprit qui contrôle silencieusement une si grande partie de ta vie. C'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre de cette carte intérieure que nous commençons à tracer ensemble. Chapitre 2. Les origines de ton esprit automatique. Chaque limite que tu ressens aujourd'hui a été installée dans ton esprit quand tu étais trop jeune pour te défendre. Tu n'es pas celui que tu as décidé d'être, mais celui que tu as été programmé à croire que tu étais. J'ai rencontré Doña Mercedes, une veuve de 60 dans une petite ville de l'Est intérieur du Pérou. Elle avait élevé seule ses 5 enfants après la mort de son mari dans un accident de mine, alors que Fel n'y savait que 32 ans. Malgré très peu d'éducation formelle, elle a réussi à créer une petite entreprise de nourriture qui a permis à tous ses enfants d'aller à l'université. Mais quand enfin elle a eu le temps et les moyens de poursuivre son rêve repoussé pendant des décennies, terminer le lycée et peut-être même aller à l'université, elle a été frappée par une peur paralysante et inexplicable. À chaque fois qu'elle s'asseyait pour étudier l'examen d'entrée, elle avait la nausée. Elle transpirait et une migraine si forte que celle devait s'y arrêter. C'était comme une voix intérieure qui lui répétait « Ce n'était pas pour toi, c'était de la folie. Tu vas juste te ridiculiser. » Elle lui a admis, clairement embarrassée. Pendant nos échanges, un souvenir est revenu. À 7 ans, elle avait dit qu'elle voulait devenir enseignante. Sa grand-mère, qui lui savait élever avec beaucoup d'amour, mais aussi avec les limites de son époque, lui avait répondu « Les femmes comme nous ne sont pas faites pour les livres, mais pour la cuisine et les enfants. » Cette phrase, dite sans intention de blesser, mais prononcée avec le poids d'une vérité absolue, s'était plantée dans son esprit enfant, comme une règle incassable. 56 ans plus tard, elle dictait encore ce que celle croyait possible. Émile Coué, le pionnier français de l'autosuggestion, a découvert quelque chose de fascinant.
Entre environ 0 et 7 ans, notre cerveau fonctionne principalement sur des ondes θ, un état proche de l'hypnose. Pendant cette période, nous absorbons l'information sans filtre critique, comme une éponge, qui ne distingue pas l'IVO propre de l'IVO sale. Les paroles de nos parents, grands-parents, professeurs et autres figures d'autorité enregistrent directement dans notre subconscient, comme des commandes de programmation, sans analyse, sans question, avec une acceptation totale. Les maths, c'est trop dur. Dans cette famille, on est littéraire, pas des gens de chiffres. Les hommes ne pleurent pas. Une fille bien ne hausse pas la voix. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut souffrir pour gagner sa vie, étudier pour devenir quelqu'un. Ces phrases, répétées avec l'autorité de ceux qui représentaient notre monde entier, sont devenues la fondation invisible de notre esprit adulte. Jung est allé encore plus loin. Il a expliqué que, en réponse à cette programmation précoce, nous développons la persona, un masque social que nous portons pour répondre aux attentes des autres, pendant que nous repoussons dans les ombres toutes les parties de nous qui semblaient mauvaises, honteuses ou dangereuses. Pour beaucoup d'entre nous, ayant grandi en Amérique latine, dans les années 60, 70 ou 4, cela signifiait souvent réprimer nos émotions véritables, notre sexualité, nos ambitions et notre voix authentique. Combien de fois d'entre nous ont entendu « ne sois pas capricieux » simplement parce qu'on exprimait une opinion différente. Le neuroscientifique mexicain Jacobo Greenberg a proposé une vision qui ouvre les yeux. Cette recherche montre que chaque expérience émotionnelle majeure crée une empreinte neuronale unique, un motif de connexion dans le cerveau qui change durablement la façon dont nous voyons et dont nous répondons au monde. Ces empreintes ne sont pas seulement des souvenirs, ce sont des filtres à travers lesquels nous interprétons tout ce qui arrive ensuite. Prends Doña Teresa, une entrepreneure prospère de 61 ans à Bogota. Malgré ses réussites, elle vit avec une peur constante de manquer. Elle accumule d'argent. Elle travaille jusqu'à l'épuisement et elle ne profite jamais vraiment des fruits de son travail. Ses enfants adultes ne comprennent pas. Pourquoi agit-elle comme si elle était au bord de la pauvreté, alors que fait-elle tellement? La réponse est dans son enfance. Durant la crise économique de la Colombie des années 60, sa famille a tout perdu. Ils ont dû quitter un quartier aisé de Chapinero pour une maison modeste à la périphérie de la ville. Elle n'avait que 8 ans quand elle a entendu son père pleurer pour la première fois. Il disait « On a tout perdu. Je ne sais pas si on s'y en remettra un jour ». Ce moment traumatique a laissé une empreinte si forte que, 50 ans et des millions de pesos plus tard, son cerveau tourne encore sur un programme de pénurie et de catastrophe. Joseph Murphy, dans son étude approfondie du subconscient, explique que ce vaste monde mental ne distingue pas le réel de l'imaginaire. Quand les émotions est intense, le subconscient traite une croyance formée dans un moment de vulnérabilité, enfance ou traumatisme comme une vérité absolue. Des étiquettes comme « tu es maladroit »,« tu es timide »,« tu n'es pas fait pour les affaires ». Dans notre famille, on n'eût jamais été bon avec le sargent. Même dites comme ça et absorbées par l'esprit ouvert d'un enfant, deviennent des prophéties autoréalisatrices. Cette programmation précoce explique pourquoi, chez tant de personnes de plus de 45 ans en Amérique latine, on trouve encore des croyances limitantes qui ne font plus sens aujourd'hui. Nous avons grandi dans des sociétés hiérarchisées où les enfants parlaient seulement quand on leur demandait, où le respect signifiait souvent silence et obéissance aveugle, où poser des questions était vu comme être mal élevé et où viser trop haut était considéré comme de l'arrogance ou de la folie. Nos parents et nos grands-parents, avec tout leur amour, ont transmis non seulement des valeurs, mais aussi des peurs, des traumatismes non résolus et des limites qu'ils traitaient comme des vérités universelles. L'histoire de Don Ramon, un menuisier de 72 ans, des environs de Guadalajara, illustre cela parfaitement. Tout le monde reconnaissait son talent, un véritable artiste du bois, mais il ne s'est jamais permis de s'agrandir son petit atelier ni de faire payer ses créations à leur véritable valeur. C'est un artisanat humble, disait-il, pas un moyen de devenir riche quand son fils lui a proposé de créer une ligne de meubles faits main pour d'exportation. Il s'était mis en colère de façon inexplicable. En thérapie familiale, la racine est devenue claire. Son père, lui aussi menuisier, lui avait martelé dès l'âge de 5 ans que les gens comme eux devaient rester à leur place et que vouloir plus était dangereux et attirait la malchance. À 72 ans, cette croyance limitait encore les frontières de son monde. Les anthropologues ont noté aussi que le mélange culturel unique en Amérique latine, traditions indigènes,
européenne, africaine, ajoute des couches à cette programmation. Des idées comme le mauvais œil, ne sois pas ambitieux. L'humilité est une vertu. L'orgueil est un péché, ou la croyance très répandue, que la souffrance nous ennoblit. Tout cela fait partie de saint tissu culturel qui a façonné notre inconscient collectif pendant des générations. Mais voici la vérité libératrice. Ces croyances, au niveau le plus profond, ne sont pas vraiment les tiennes. Tu ne les as pas choisies consciemment. Tu ne les as pas évaluées avec esprit critique. Ce sont des programmations héritées. Une indoctrination innocente, mais puissante. Et ce que tu n'y as pas choisi, tu peux le déchoisir. Ce qui a été programmé peut être reprogrammé. Comme pratique pour ce chapitre, je t'invite à un exercice de archéologie mentale. Choisis une limitation que tu sens très enracinée dans ta vie. La peur du rejet, la difficulté à exprimer tes émotions, la peur de te faire remarquer, l'auto-sabotage financier. Puis retourne dans ta mémoire, jusqu'à la première fois où tu as senti cette limitation. Quel âge avais-tu? Qui était là? Que est-ce qui a été dit? Que est-ce que tu as ressenti dans ton corps? Ne juge pas, observe seulement avec la compassion dès qu'un adulte qui regarde cet enfant vulnérable, petit il a été. Cette observation compatissante commence la reprogrammation parce que le reconnaît cet endroit exact où la croyance limitante a commencé et tu commences à la séparer de ton vrai toi. Tu n'es pas ta programmation, tu es l'être conscient qui peut s'observer, la questionner et, avec le temps, la changer. Et, juste au moment où tu crois avoir découvert tes limites les plus évidentes, tu vas réaliser qu'il existe une partie encore plus fascinante et plus puissante qui agit dans les ombres de ton esprit. Ce que Jung appelait le ombre, les parties de toi réprimées, niées, rejetées. Et pourtant, silencieusement, elles influencent chaque aspect de ta vie. Et c'est ce territoire que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Chapitre 3, l'ombre qui sabote de l'us intérieur. Tout ce que tu as rejeté en toi te contrôle maintenant depuis l'ombre. Ce que tu refuses d'accepter chez les autres est souvent ce que tu ne peux pas accepter en toi-même. Je vais te parler de Don Alfredo, un juge respecté de 68 ans à Santiago du Chili. Il avait bâti toute sa réputation sur une morale publique irréprochable. Connu pour ses condamnations sévères contre la corruption, son intégrité était légendaire dans les milieux juridiques. Mais à la maison, quelque chose de totalement différent apparaissait. Une rage incontrôlable se emparait de lui. Ses accès de colère terrifiaient sa famille, surtout quand quelqu'un osait, même légèrement, remettre en question son autorité. L'écart entre son image publique et son comportement privé était choquant. Lors d'une retraite spirituelle à laquelle il avait participé à la demande de sa femme, il a eu une prise de conscience profonde. Il s'était souvenu de son père, officier militaire de haut rang pendant la dictature, qui justifiait les abus de pouvoir en disant « la fin justifie les moyens ». Le jeune Alfredo, horrifié par cette morale flexible qui allait contre ses valeurs, s'était juré d'être absolument incorruptible. En faisant cela, il avait nié et repoussé toute impulsion qu'il jugeait impure, la colère, l'ambition, le ressentiment, le désir de pouvoir. Mais comme Jung lui enseignait, ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela devient inconscient et trouve 10 autres chemins pour s'exprimer. Chez Don Alfredo, l'ombre niée explosait, en crise de rage incontrôlable contre ceux qu'il aimait le plus. Jung a donné le nom des ombres à cette partie de notre psyché où nous enfermons tout ce que nous jugeons. Inapproprié, honteux, immoral ou dangereux. En termes simples, le ombre contient tout ce que nous avons décidé que nous n'étions pas ou que nous ne devions pas être. Pour beaucoup de latino-américains élevés dans des familles traditionnelles, les ombres incluent souvent la sexualité, la colère, l'ambition, l'égoïsme et même la joie libre et spontanée. Ne sois pas scandaleux, comporte-toi comme une dame. Un homme sérieux ne danse pas comme ça, ne sois pas trop ambitieux. Ces phrases ont exilé des parties entières de nous-mêmes. Le paradoxe de Jung était clair, plus nous rejetons des parties de nous, plus elles gagnent en puissance dans l'inconscient. Ce que nous nions devient une force autonome. Il forme ce qu'il appelait des complexes, des grappes d'us émotions, de souvenirs et d'us impulsions. Liés à un thème central. Ces complexes agissent comme de petites personnalités intérieures et peuvent prendre le contrôle dans des moments critiques. Doña Luz Maria, une enseignante retraitée de Montevideo, est venue en thérapie complètement perdue.
Après des décennies dédiées à ses élèves et à sa famille, elle avait enfin du temps pour elle. Et pourtant, dès qu'elle essayait de profiter de quelque chose, une angoisse intense apparaissait. « Je me sens coupable même en lisant un roman », avoua-t-elle, bouleversée. En creusant, on a découvert que dans sa maison catholique traditionnelle des années 1000, tout signe de plaisir personnel ou de soin de soi était sévèrement réprimé. Les autres disent à bord, toujours les autres. Et s'il reste quelque chose, alors seulement pour toi. Le plaisir, le repos, la joie avaient été bannis dans son ombre. Maintenant que Fel pouvait enfin penser à elle, cette ombre apparaissait sous forme d'anxiété et de culpabilité. Son système nerveux voyait littéralement le bien-être comme une menace. Ce mécanisme explique une grande partie de nos comportements dits irrationnels. Pourquoi nous critiquons si vite chez les autres ce que nous avons nous-mêmes? Pourquoi les moralistes les plus bruyants tombent souvent dans ce qu'ils condamnent? Et pourquoi nous répétons inconsciemment des schémas que nous détestons consciemment? Jung le disait simplement, ce que tu nies te contrôle, ce que tu acceptes te transforme. La projection, ce mécanisme psychologique par lequel nous voyons chez les autres ce que nous refusons de voir en nous est la manière principale dont l'u sombre se manifeste. Freud savait observer aussi comme mécanisme de défense de l'ego. La projection agit comme une soupape mentale qui nous permet de gérer des émotions indésirables en les attribuant aux autres. Il est bien plus facile de voir une paille dans le seuil de son voisin que la poutre dans le sien. Dans la culture latino-américaine, avec ses racines catholiques profondes, ses traditions indigènes et ses structures sociales hiérarchiques, le sombre collectif a ses propres couleurs. Notre histoire de colonisation, de dictature et d'inégalité a laissé des cicatrices durables dans l'inconscient collectif. Dans Manuel, un homme affaire de 65 ans, de Lima, le star résumait clairement. José a grandi en admirant tout ce qui venait de l'us étranger et en méprisant ce qui était à nous. Juppie avait honte de mon nom indigène. Je me teignais les cheveux en blond et j'étais fier quand on me prenait pour un touriste européen. Aujourd'hui, il comprend que renier ses racines était une violence contre lui-même et contre sa culture. Jacobo Greenberg a apporté une vision fascinante du côté neuroscientifique. Cette recherche montre que les parties réprimées de notre personnalité créant des réseaux neuronaux qui fonctionnent de manière semi-indépendante. Quand quelque chose les déclenche, nous avons des réactions excessives, des émotions étranges ou des comportements qui ne nous ressemblent pas. Je ne sais pas ce qui m'y a pris, je ne me reconnais pas. Quelque chose a pris le contrôle. Nous avons tous dit ça un jour. Ce sont les moments où le ombre se s'empare du volant. Le ombre se manifeste particulièrement fort dans nos relations les plus proches. Doña Carmela, avocate retraitée de 73 ans à Caracas, ne comprenait pas pourquoi elle ressentait soudain une irritation profonde envers sa fille aînée après être devenue veuve. Quelque chose chez elle me s'énerve, alors que je sais que elle est une bonne fille, disait-elle honteuse. En thérapie, elle a compris que sa fille incarnait tout ce que elle avait sacrifié, l'indépendance, la carrière internationale, la liberté personnelle. La part d'elle-même qui avait renoncé à ses rêves, son ombre, projetait frustration et critique sur sa fille. C'était ainsi que naissent beaucoup de conflits personnels et sociaux. La crise de milieu de vie, fréquente entre 45 et 60, est étroitement liée à l'ombre. Comme Jung le expliquait, dans la première moitié de la vie, nous construisons un ego adapté aux attentes sociales. Dans la seconde moitié, les âmes cherchent à récupérer les parties perdues et à intégrer l'ombre pour devenir plus entière, plus authentique. Don Octavio, ingénieur retraité de 70 ans à Guadalajara, le star a exprimé magnifiquement. J'ai passé 40 ans à bâtir une réputation, une fortune et une image. Maintenant, dans les années qu'il me reste, je apprends enfin à être moi-même, avec mes forces et mes ombres. C'est comme si toute ma vie avait été un scénario écrit par d'autres. Et maintenant, je improvise enfin mes propres répliques. La bonne nouvelle, c'est qu'intégrer l'ombre, même si c'est inconfortable au début, libère une quantité énorme d'énergie mentale. Toute énergie utilisée pour refouler, nier et projeter devient disponible pour la créativité, les relations authentiques et la sagesse. Et Jung rappelait aussi que l'ombre ne contient pas seulement des traits négatifs, elle cache souvent des qualités positives, jugées dangereuses ou inappropriées dans l'enfance. Chez beaucoup de femmes élevées dans les années 50, 60, les affirmations de soi, les ambitions et la liberté émotionnelle ont été poussées dans l'ombre. Chez beaucoup d'hommes, la vulnérabilité, la sensibilité artistique et le besoin de soutien
ont été étouffés pour correspondre à l'image machiste. Le seul exercice que je te propose pour commencer à reconnaître ton ombre est simple mais puissant. Pendant une semaine, note tes réactions émotionnelles fortes envers les autres, surtout celles qui te mettent mal à l'aise ou qui semblent disproportionnées. Irritation, jalousie, admiration intense, rejet soudain, attraction inexplicable. Demande-toi, quelle qualité chez cette personne m'a déclenché? Comment cette même qualité existe-t-elle en moi, même si je ne l'eussais jamais admise? Ne te juge pas, observe avec curiosité bienveillante. Comme le disait Doña Esperanza, une paysanne sage de 84 ans des hauts plateaux boliviens, ce que tu détestes le plus chez les autres est souvent un miroir de ce que tu refuses de voir en toi. Et ce que tu admires le plus, et ce que tu ne t'y jamais permis d'être. Cette prise de conscience est la première étape vers l'intégration de l'ombre. Un chemin qui ouvre lui accès à ton être complet avec toutes ses contradictions et sa richesse intérieure. Mais lutte ombre n'est pas la seule force cachée qui façonne ta vie. Il existe aussi un langage secret par lequel le subconscient te parle et répond à tes intentions conscientes. Un code qui, une fois compris, permet de réécrire même les schémas les plus profonds. Un langage au-delà des mots, fait d'émotions, d'images et de symboles. C'était ce que nous explorons dans le prochain chapitre. Chapitre 4. Le langage caché qui programme ta vie. Ton esprit profond ne comprend pas la logique, il ne fonctionne pas avec la raison. Il parle le langage de l'émotion, de la répétition et du symbole. Doña Consuelo, une enseignante retraitée de 68 ans à Guayaquil, a vécu toute sa vie avec une peur irrationnelle de l'abandon. Même après 40 ans de mariage, avec un homme aimant et fidèle, elle vivait dans une anxiété constante. Le moindre retard de son mari, la plus petite distraction, et son cœur se serrait. Elle interprétait tout comme un rejet. « Je sais que c'est idiot », me disait-elle en pleurant, mais une partie de moi attend toujours que Pon m'y abandonne. En travaillant ensemble, un souvenir apparemment banal est remonté. À 3 ans, quand son petit frère est né, sa mère a été hospitalisée pendant 2 semaines à cause de complications. Consuelo a été envoyée chez sa tante. Elle y a été bien traitée. Mais pour son esprit dès enfant, la séparation a été vécue comme une catastrophe. Ce qui était le plus marquant ne c'était pas seulement cet événement, mais la phrase exacte que son esprit dès enfant avait enregistrée. « Maman est partie parce que Fel ne m'aime plus ». Cette croyance non remise en question a continué à façonner ses émotions pendant 65 ans. Quand nous avons commencé à travailler ce schéma avec des affirmations chargées d'émotions positives comme « Je mérite un amour stable et présent dans mes relations » répétées juste avant de dormir, son anxiété chronique a commencé à diminuer. C'était comme si je parlais à la petite fille effrayée qui vit encore en moi, disait-elle. Émile Coué, pharmacien français et pionnier de l'autosuggestion, avait découvert au début du XXe siècle quelque chose que beaucoup de grand-mères latino-américaines semblaient déjà savoir intuitivement. Les mots que nous nous répétons ont un pouvoir immense sur notre réalité. Sa célèbre phrase « Chaque jour, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux » répétée sincèrement au réveil et avant de dormir, produisait des résultats si frappants que des médecins dans toute l'Europe ont étudié sa méthode. Ce que Coué avait compris et que les neurosciences confirment aujourd'hui, est que le subconscient ne traite pas l'œuf information comme l'esprit rationnel. Là où le conscient analyse, doute et raisonne, le subconscient fonctionne avec la répétition, cette émotion, les images et les symboles, et le présent. Ce qui est répété devient vrai. Ce qui est chargé d'émotions l'emporte sur la logique. Les images frappent plus fort que les concepts abstraits. Et le subconscient ne comprend que le maintenant. Joseph Murphy comparait le subconscient à un jardin fertile. Tout ce que tu y plantes pousse. Bonne graine, mauvaise graine. Il ne juge pas. Il exécute simplement les programmes qu'on lui donne. Don Patricio, comptable retraité de 73 ans à Medellín, en est un exemple parfait. Il avait grandi en entendant son père dire « L'estorgent ne suffit jamais. Il y a toujours plus de mois que de salaire. Les gens comme nous ne seront jamais riches. » Ces phrases, chargées de l'autorité émotionnelle du père et répétées pendant des années, sont devenues des commandes inconscientes. Même avec un salaire correct, Don Patricio vivait toujours dans la difficulté. Chaque fois que sa situation s'est améliorée, quelque chose sabotait tout. Un mauvais investissement, un prêt à quelqu'un qui ne remboursait jamais, une dépense inutile, jusqu'à ce qu'il commence consciemment à reprogrammer son dialogue intérieur avec de nouvelles affirmations et visualisations. Pas comme de la magie,
Mais comme un entraînement mental, sa relation à l'argent a alors commencé à changer. Les cultures latino-américaines ont depuis longtemps compris le pouvoir du langage sur la réalité, les prières des grands-mères, les bénédictions, la peur des malédictions et du mauvais œil. Il y a une sagesse ancestrale qui reconnaît que les mots chargés des émotions façonnent le destin. La psychologie moderne explique maintenant pourquoi. Ton cerveau traite environ 11 millions de veines d'informations par seconde. Ton esprit conscient, lui, ne te en gère que une quarantaine. Tout le reste est traité inconsciemment, selon des schémas souvent créés dans l'enfance ou dans des moments émotionnellement intenses. Greenberg expliquait que le langage intérieur que tu te répètes constamment crée des champs neuronaux spécifiques. Ces champs agissent comme des filtres. Ils déterminent ce que tu remarques dans la réalité et ce que tu ignores, et donc la réalité que tu vis. Donia Mathilde, infirmière retraitée de 70 ans à Asunción, en est un exemple bouleversant. Toute sa vie, elle s'est vue comme laide et indésirable. Objectivement, elle était une femme tout à fait normale. Mais cette image déformée a détruit sa confiance et ses relations. En remontant dans ses souvenirs, elle a retrouvé une scène à 9 ans. Lors d'une fête d'école, elle avait entendu une institutrice murmurer « La pauvre petite fille laide ». Cette phrase, prononcée par une figure des autorités, à un moment de vulnérabilité, est devenue le filtre, à travers lequel elle a vu toute sa vie. Les compliments étaient rejetés. La moindre critique confirmait sa croyance. Pendant 60 ans, jusqu'à ce qu'elle commence à transformer ce dialogue intérieur toxique. Nos pensées habituelles structurent notre expérience du monde. Des phrases comme « La même chose m'y arrive toujours »,« Je ne sais jamais de chance »,« À mon âge, plus rien ne change » fonctionnent comme des commandes subconscientes. Don Alberto, commerçant retraité de 76 ans à Cordoba, a transformé son vieillissement en changeant une seule phrase. Après sa retraite, il répétait « À mon âge, je ne peux plus faire ça ». Résultat, fatigue, rigidité, perte de talent. Un ami lui a proposé de dire à la place « À mon âge, je sais l'expérience et la sagesse pour faire les choses à ma façon, sans nier le sage. » Mais en transformant son sens, son énergie et sa vitalité ont changé. Murphy insistait sur certaines règles clés pour que les affirmations fonctionnent. Au présent, positive, crédible pour la personne, chargée d'émotions sincères et spécifiques sans rigidité. Répétée régulièrement, elle crée de nouveaux chemins neuronaux qui finissent par devenir automatiques. Dans nos cultures riches en langage expressif, fais attention aux petites phrases du quotidien. Je suis un peu vieux, ma petite tête n'est sans peu plus. Comme je suis maladroit, elle renforce des limites invisibles. Donia Graziella, veuve de 67 ans à San Salvador, a vu sa solitude diminuer quand elle a cessé de s'appeler la pauvre petite veuve abandonnée et a commencé à se voir comme une femme libre de se réinventer. Rien n'y avait changé à l'extérieur, tout avait changé à l'intérieur. La pratique pour ce chapitre est simple. Pendant 7 jours, au réveil, et avant de dormir, répète une affirmation qui défie ta plus grande limite et qui te semble crédible, avec émotion réelle. Imagine ce que tu ressentirais si elle était déjà vraie. C'est ce sentiment que ton subconscient comprend. Comme le disait Doña Carmen, sage-femme traditionnelle de Oaxaca, les mots sont comme des graines. Sans émotion, ils ne poussent pas. Avec le cœur, ils donnent des fruits inimaginables. Mais ce langage intérieur n'est pas le seul moyen de communication. Il existe un niveau encore plus profond, un dialogue entre l'esprit et le corps, un langage plus ancien que les mots. Et c'est là que nous allons aller maintenant. Chapitre 5. Le corps n'y s'oublie jamais ce que l'esprit choisit de s'ignorer. Cette douleur dans la nuque qui apparaît chaque fois que tu parles avec ta sœur. Ce n'est pas un hasard, ton corps se souvient de ce que ton esprit a décidé d'oublier. Je me souviens de Doña Carmela, une femme de 63 ans dans un petit village d'Oaxaca. Chaque année, à l'approche de l'anniversaire de la mort de son mari, son bras droit se mettait à trembler, sans cause médicale claire. Les médecins lui ont donné des anxiolytiques, de la kinésithérapie et elle a même consulté des guérisseurs locaux. Rien ne fonctionnait. Ce que Carmela n'avait jamais exprimé et que Fel n'osait même pas se rappeler, c'était que dans les derniers jours de son mari, il avait serré son bras droit très fort. Les larmes aux yeux, il l'a supplié de ne pas le laisser mourir. Elle était restée figée, impuissante, tenant simplement sa main. Pendant que il s'éteignait, son esprit conscient avait enterré ce souvenir, mais chaque année, son bras le ramenait à la surface. Le corps n'est pas seulement un véhicule pour l'esprit, c'est une mémoire vivante. Surtout pour ce que nous essayons de bloquer. Freud,
en étudiant les hystéries, a été l'un des premiers à montrer scientifiquement comment les traumatismes non résolus se transforment en symptômes physiques. Il appelait cela la conversion. Quand une émotion refoulée s'exprime par le corps parce que l'esprit refuse de la regarder en face, ce n'est pas de la superstition, c'était de la biologie. Jacobo Greenberg expliquait que quand une émotion intense est supprimée, elle ne disparaît pas. Elle modifie les réseaux neuronaux et finit par perturber le fonctionnement du corps. As-tu déjà remarqué que après une dispute chargée émotionnellement, une migraine apparaît soudain ou que ton estomac se dérègle juste avant de visiter un endroit associé à des souvenirs douloureux? Jung parlait de complexes autonomes, des noyaux émotionnels enfouis qui déclenchent des réactions physiques automatiques quand quelque chose les touche. Chaque émotion non digérée crée comme un nœud dans le système nerveux et quand on frôle ce nœud, le corps réagit. Maria Elena, dirigeante de 56 ans à Mexico, a développé un eczéma sévère sur les mains juste après avoir été promue PDG. Les dermatologues ne m'y arrivaient pas à la soigner. En thérapie, elle a retrouvé un souvenir de fin enfance. Son père autoritaire lui frappait les mains quand elle faisait des erreurs, en disant « Tes mains sont maladroites, tu ne sauras jamais rien d'important ». L'eczéma exprimait un conflit intérieur profond, la fierté de réussir, contre la croyance inconsciente d'être incapable. Son corps révélait une bataille que son esprit ignorait. Joseph Murphy a documenté de nombreux cas où des maladies étaient liées à des conflits émotionnels non résolus. Le subconscient ne fait pas la différence entre un événement réel et un événement intensément imaginé. Les inquiétudes chroniques peuvent produire des symptômes physiques aussi réels qu'une infection. La science moderne confirme cela. Le stress chronique affaiblit le système immunitaire et provoque l'inflammation. L'estamygdale, centre de la peur dans le cerveau, peut déclencher des réactions physiques immédiates. Et la mémoire musculaire existe réellement. Cette boule dans la gorge, quand tu retiens des mots importants. Cette poitrine serrée, quand tu refoules la tristesse. Ce n'est pas dans ta tête. Ce sont tes muscles qui réagissent à les émotions bloquées. Des thérapeutes corporels expérimentés peuvent littéralement lire ton histoire émotionnelle dans tes tensions chroniques. Les traditions ancestrales d'Amérique les avaient compris bien avant la science. Le corps est porteur de sagesse. Alors que faire avec cette connaissance? Comment écouter ton corps quand il parle ce langage du subconscient? Commence par un exercice simple chaque soir. Avant de dormir, balaye mentalement ton corps. Repère les zones de tension ou de douleur. Ne cherche pas à corriger, demande simplement intérieurement si cette tension pouvait parler, que dirait-elle? Quel fardeau est-ce que je porte ici? Puis reste en silence. Parfois la réponse vient en image, parfois en souvenir, parfois en sensation. Ensuite, pose ta main sur cette zone et respire profondément. À chaque expiration, imagine que tu relâches un peu de cette tension. Manuel, enseignant retraité de 67 ans à Séville, souffrait d'une mâchoire contractée depuis des décennies. Ses dents s'usaient à force de serrer. Avec cet exercice, il a vu un souvenir clair. Lui, enfant, retenant ses larmes devant son père qui disait « Un homme ne pleure pas ». Son corps portait encore cet ordre. En le reconnaissant, il a commencé à libérer la tension physique et émotionnelle. Ton corps n'était pas ton ennemi. Il ne te trahit pas avec ses symptômes. Il essaie de communiquer dans le seul langage que tu ne peux pas ignorer, la douleur. À mesure que tu apprends à écouter ce langage, tu t'approches d'un territoire encore plus profond, celui où les anciens schémas peuvent être transformés sans lutte intérieure. C'était ce que nous verrons maintenant. Chapitre 6. Réécrire à la racine sans lutter. Parfois, arrêter de se battre pour changer est le premier vrai pas vers la transformation. Un paradoxe que ton esprit conscient ne comprend pas toujours, mais que ton subconscient connaît déjà. Je me souviens de Don Hector, un commerçant retraité de 72 ans à Guanajuato. Pendant des années, il s'est battu contre ses accès de colère. Il priait des neuvaines. Il se punissait lui-même. Il participait à des retraites spirituelles et promettait sans cesse à sa famille qu'il allait changer. Pendant quelques semaines, il y arrivait. Puis, inévitablement, il explosait encore plus fort qu'Uvahan. Un jour, assis sur la place du village, il a ri amèrement et mieux a dit « Je sais dépenser plus d'énergie à essayer de ne pas être qui je suis que pile n'aurait fallu pour comprendre pourquoi je suis comme ça. » Son histoire montre parfaitement le piège dans lequel nous tombons tous. Nous croyons que changer signifie nous combattre, mais voici la vérité dérangeante que Jung a découverte. Après des décennies de thérapie, ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu nies te contrôle. Ce que tu acceptes te transforme. Pourquoi?
à cause d'un principe fondamental mis en évidence par Émile Coué. Quand la volonté consciente entre en conflit avec l'imagination inconsciente, l'imagination gagne toujours. Si tu te dis « je suis patient », mais que ton subconscient croit profondément « je suis colérique comme mon père », devine qui gagne à chaque fois. Exactement. Ton subconscient. Prenons Carmen, une enseignante de 58 ans à Valladolid. Elle a passé toute sa vie adulte à lutter contre sa timidité. Elle se forçait à parler en réunion. Elle suivait des cours de prise de parole. Elle répétait des affirmations positives. Mais à chaque conseil scolaire, la même terreur revenait. Cœur qui bat à toute vitesse. Main tremblante, boule dans la gorge. Ce que Carmen ne s'y était jamais demandé, c'était « de vous vient cette timidité ». Que cherchait-elle à me protéger? Quand elle a cessé de la combattre et a commencé à dialoguer avec elle, une vérité est apparue. Sa timidité était un bouclier. Dans une maison où parler attirait des problèmes, elle n'y était pas une faiblesse. Elle était une protection. Joseph Murphy les a expliqués clairement. Le subconscient ne répond pas aux ordres, mais aux impressions émotionnelles. Répéter mécaniquement des phrases devant un miroir n'était pas aussi puissant que une image vécue avec émotion. Dire « je suis confiant » tout en restant tendu et effrayé ne fait que approfondir le conflit intérieur. Jacobo Greenberg est allé encore plus loin. Il expliquait qu'il n'existe pas de vraie séparation entre l'observateur et ce qui est observé. Quand tu observes un schéma intérieur sans jugement, tu modifies déjà le fonctionnement de ton cerveau. L'observation pure est en elle-même un acte de transformation. Compare. Je ne dois pas me mettre en colère, qui crée résistance et lutte, avec « je ressens de la colère en ce moment ». La première alimente le combat. La seconde ouvre l'espace de conscience. Raphaël, comptable de 61 ans à Medellín, souffrait d'attaques d'angoisse depuis des années. Plus il les combattait, plus elles devenaient fortes. Les médicaments calmaient un temps, sans résoudre le fond. Le vrai changement est venu quand il a appris à observer son anxiété. Il se disait intérieurement « Cette anxiété traverse mon corps comme une tempête. La première fois, elle ne s'est pas arrêtée. Mais quelque chose a changé. Il n'y avait plus l'anxiété. Il était celui qui la regardait passer. Et ce petit espace a été la graine de sa liberté. Freud parlait déjà de rendre l'inconscient conscient, non pour le combattre, mais pour le s'intégrer. Jung appelait cela l'individuation. Devenir entier, pas parfait. La transformation réelle commence par une contradiction apparente. Accepter profondément ce qui est, pas comme une résignation, mais comme un point de départ. Le philosophe Ortega y Gasset disait « Je suis moi et ma circonstance. Et si je ne la sauve pas, je ne me sauve pas moi-même. » Et ta circonstance inclut tes schémas inconscients. Alors comment réécrire à la racine sans lutter? Commence par une pratique simple. Pendant 21 jours, le temps moyen nécessaire pour créer de nouvelles connexions neuronales. Consacre 5 minutes par jour à ce que nous appellerons l'observation compatissante. Choisis un schéma que tu as essayé de changer sans succès. Une émotion comme l'impatience. Une habitude comme la procrastination. Une croyance comme « je suis trop vieux pour changer ». Assieds-toi en silence. Ferme les yeux. Imagine ce schéma comme un vieil ami qui vient te rendre visite. Ne le rejette pas. Demande intérieurement. Quand es-tu apparu dans ma vie? Quel rôle as-tu joué à ce moment-là? Que essaies-tu de protéger aujourd'hui? Ne force pas les réponses. Laisse-les émerger. Parfois sous forme d'images, parfois de souvenirs, parfois de compréhension soudaine. Doña Soledad, veuve de 68 ans à Veracruz, a utilisé cet exercice pour son habitude d'accumuler. Sa maison était remplie de boîtes et d'objets. Au 3e jour, elle s'était revue jeune mère pendant la crise économique des années 80, quand tout avait disparu du jour au lendemain. Elle s'était juré que ses enfants ne manqueraient plus jamais de rien. Son accumulation ne c'était pas du désordre, c'était une promesse de sécurité. En le comprenant, elle a pu dire intérieurement « Merci de vouloir nous protéger, mais nous ne vivons plus dans la pénurie. Nous sommes en sécurité maintenant. » Cette étape suivante est ce que Murphy appelait l'empreinte émotionnelle constructive. Après avoir compris le schéma, ne cherche pas à le éliminer. Propose-lui une évolution. Imagine avec précision comment tu aimerais réagir différemment. Ressens les émotions de cette nouvelle réponse, pas en forçant, en ressentant. Le subconscient répond au ressenti, pas la logique. Juan Pablo, médecin retraité de 76 ans à Santiago du Chili, avait passé sa vie à résoudre les problèmes de tout le monde. Sa santé s'était détériorée. Plutôt que de se forcer à dire non, ce qui ne marchait pas, il imaginait calmement. Se poser des limites dans la sérénité, son corps détendu, son esprit en paix.
Il ne luttait plus contre son envie d'y aider. Il lui offrait une nouvelle façon d'y exister. Moins de force, moins de résistance, plus de transformation. Greenberg expliquait que les observations sans jugement activent les zones cérébrales qui régulent les émotions. Tu ne supprimes pas ce que tu ressens, tu changes ta relation à cela. Le changement réel est discret, comme un arbre qui pousse, invisible jour après jour, mais évident avec le temps. Mercedes, entrepreneur de 59 ans à Bogota, Mété a écrit après 3 mois « Je ne sais pas exactement quand j'ai changé. Il n'y a pas eu de grands moments. Un jour, j'ai juste remarqué que je ne réagissais plus avec peur aux défis financiers. L'observation est devenue compréhension et la compréhension est devenue une nouvelle façon de vivre. Voilà le secret connu depuis des siècles par les maîtres spirituels et les psychologues profonds. Le changement durable ne vient pas de la lutte, mais de la compréhension. Pas de la force, mais de l'audace intérieure. Tu as maintenant les outils pour entamer ce dialogue avec ton subconscient. Ce n'est pas une bataille à gagner, c'était une relation à cultiver. Et en avançant ainsi, tu te rapproches du dernier chapitre, là où toutes les pièces de cette carte intérieure se rejoignent. Chapitre 7, ta carte intérieure et le pouvoir de choisir. Les chaînes les plus fortes ne sont pas celles que l'on t'impose de l'extérieur. Ce sont celles que tu as acceptées à l'is intérieur, sans même t'y en rendre compte. Mais maintenant que tu as cette carte entre les mains, chaque pas peut devenir un choix conscient. J'ai rencontré Don Esteban dans un café de Coyoacán, à Mexico. Ses cheveux étaient entièrement blancs, ses mains portaient les marques de décennies de travail. Il remuait lentement son café quand il m'usait à raconter son histoire. Toute ma vie, dit-il calmement, je sais cru que la peur que je ressentais en exprimant mes idées faisait simplement partie de ma personnalité, comme si j'étais né ainsi, et que je mourrais ainsi. Je viens d'une génération où les hommes gardaient tout pour eux. Mon père ne parlait jamais de ses peurs, et son père non plus. Don Esteban avait été professeur de littérature pendant 40 ans, respecté par ses élèves et ses collègues. Personne ne saurait imaginer que cet homme capable de parler avec passion, devant des amphithéâtres pleins, tremblait intérieurement. Dès qu'il devait partager une opinion personnelle, en famille ou avec des proches. Un jour, il a retrouvé un vieux journal, ayant appartenu à sa grand-mère. Dans ces pages, elle racontait comment son mari, le grand-père de Esteban, avait été brièvement emprisonné pendant la Révolution pour avoir critiqué le régime local. Chus avait à peine 5 ans, se souvenait-il. Mais soudain, un souvenir est revenu. Ma mère me chuchotant, dans cette famille, on garde ses idées pour soi. Un conseil né de la peur, prononcé avec amour, et gravé dans son subconscient comme une loi absolue. L'histoire de Esteban résume parfaitement. Le voyage que nous avons fait ensemble à travers ces chapitres, nous avons vu comment nos réactions automatiques, nos peurs apparemment irrationnelles et nos schémas répétitifs prennent racine dans les enfances et dans les messages hérités, des racines cachées, jusqu'au jour où la conscience éclaire les coins sombres de l'esprit. Comme Jung le écrivait, tant que tu ne rends pas l'is inconscient conscient, il dirigera ta vie. Et tu lui appelleras destin. Ce que nous croyons être des choix libres sont souvent des réponses programmées par le passé. Mais maintenant, tu as une carte qui révèle non seulement les territoires visibles de ton esprit conscient, mais aussi les couloirs du subconscient et les profondeurs de l'œuf inconscient. Souviens-toi du premier chapitre, la majorité de tes décisions ne sont pas conscientes. Freud comparait l'esprit à un iceberg, une petite partie au-dessus de l'huisseau, une masse immense en dessous. Tu comprends maintenant pourquoi tu agis parfois contre ta propre logique. Pourquoi tu répètes des relations qui te blessent. Pourquoi certains déclencheurs te font réagir démesurément. Donia Elena, psychologue clinicienne de 64 ans à Valence, le fait a vécu personnellement. Pendant des années, elle a aidé des centaines de patients à guérir de leur traumatisme. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle paniquait chaque fois que son fils adulte mettait trop de temps à répondre au téléphone. « C'est absurde », me disait-elle. « Mon fils est responsable et moi je sais étudier le esprit toute ma vie. » Un jour, un souvenir enfoui est remonté. À 7 ans, elle avait attendu son père pendant des heures. Il était parti acheter des cigarettes et il ne s'était jamais revenu. La petite fille abandonnée était toujours là, déclenchée à chaque silence. Greenberg expliquait que la réalité que nous vivons est continuellement filtrée par les structures neuronales formées par nos expériences. Changer ces structures par la conscience change notre réalité elle-même. Joseph Murphy le résumait simplement. Change tes pensées profondes et tu changes ton destin. Mais tu sais maintenant qu'il ne s'agit pas de pensées superficielles. Il s'agit de croyances racines,
Dans le deuxième chapitre, nous avons vu comment l'enfant s'installe l'autopilote mental, comme Doña Marta, couturière de 70 ans à Puebla, qui malgré ses enfants diplômés, se sentait inférieure devant les gens instruits. Mon père disait toujours que les gens sans études doivent rester à leur place, une phrase dès enfance qui gouvernait encore sa vie. Dans le troisième chapitre, nous avons découvert les ombres, les parties rejetées de nous-mêmes, qui dirigent nos comportements en secret, comme Don Gerardo, médecin retraité de Montevideo, qui méprisait le émotion, mais explosait de colère sans contrôle. Dans le quatrième chapitre, tu as appris que le subconscient ne comprend pas la logique, mais l'émotion, les images et la répétition. Et pourquoi lutter par la volonté échoue si souvent? Dans le cinquième chapitre, tu as vu que le corps porte la mémoire des blessures émotionnelles et comment la douleur est parfois un message non écouté. Dans le sixième chapitre, tu as compris que la transformation réelle ne vient pas de la lutte, mais de l'observation compatissante. Et maintenant, tout se rassemble. Imagine ton esprit comme une vieille maison coloniale, le salon principal, lumineux, c'est la conscience. Les pièces voisines, ce sont le subconscient, les habitudes, les croyances, les souvenirs accessibles. Et la cave profonde, ce sont les fins conscients, les traumatismes enfouis, les peurs anciennes et aussi les potentiels cachés. La liberté intérieure ne consiste pas à tout contrôler. Elle consiste à avoir les clés, à choisir quelle porte ouvrir, à savoir ce qui se joue dans chaque pièce. Don Raoul, enseignant retraité de 84 ans à Lima, Meta a écrit après quelques mois de pratique, pour la première fois, je sens la colère monter et je peux la regarder sans devenir elle. Avant, j'étais une marionnette, maintenant je vois les fils, et parfois, je les desserre. Voilà le vrai pouvoir de ta carte intérieure, créer un espace entre ce qui t'arrive et ta réaction. Et dans cet espace se trouve ta liberté. Un psychiatre ayant survécu au camp de concentration l'exprimait ainsi. Entre stimulus et réponse, il existe un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir. Dans notre choix se trouve notre croissance et notre liberté. Pour intégrer tout cela dans ta vie quotidienne, je te propose une pratique finale. Les 3 observateurs. Chaque soir, prends quelques minutes pour revoir ta journée. Premier observateur. Le corps. Où as-tu ressenti des tensions? Que t'indique ton corps sur tes émotions réelles? Deuxième observateur, les réactions automatiques. Quand as-tu réagi plus fort que nécessaire? Quel vieux schéma s'est activé? Troisième observateur, la compassion. Regarde tout cela sans te juger, comme tu regarderais un enfant qui apprend. Avec le temps, ces observateurs deviennent présents même dans l'instant. Et tu gagnes de plus en plus d'espace intérieur. Alors nous arrivons à la fin de ce voyage, mais en réalité, ce n'était que le début. Cette carte n'est pas faite pour t'échapper de toi-même, elle est faite pour te retrouver. Pas pour supprimer des parties de toi, mais pour les intégrer. Pas pour tout contrôler, mais pour vivre avec plus de conscience. Ton chemin intérieur est unique. Et maintenant, tu as les outils pour les explorer. La boussole a toujours été en toi. Il suffisait d'y apprendre à la lire. Le observateur du corps. Chaque soir, avant de dormir, reviens mentalement sur les sensations physiques de ta journée. Où ton corps s'y est-il tendu? À quel moment as-tu ressenti une lourdeur, une pression, un nœud? Le corps ne ment jamais. Il réagit avant même que l'esprit conscient comprenne ce qui se passe. Mercedes, comptable de 63 ans à Cartagena, a découvert grâce à cet exercice que sa mâchoire se crispait chaque fois que Fel parlait avec sa belle-fille. Au début, elle niait toute colère, mais en observant son corps sans jugement, elle a reconnu une jalousie silencieuse. Sa belle-fille incarnait la jeunesse, la liberté et les choix que Mercedes n'avait jamais osé faire. Son corps exprimait une émotion que son esprit refusait d'y s'admettre. Une fois reconnue, la tension a commencé à diminuer naturellement. L'observateur des schémas. Pendant ta journée, sois attentif au moment où tu réagis automatiquement. Colère soudaine, tristesse disproportionnée. Besoin de te justifier, envie de fuir, peur inexpliquée. Chaque réaction excessive est une porte vers un ancien programme. Don Guillermo, homme d'affaires retraité de 75 ans à Séville, a remarqué qu'il s'énervait chaque fois qu'un employé de banque lui proposait de l'aide au distributeur automatique. Il se sentait insulté, rabaissé. En observant plus profondément, il a compris que cela réveillait une peur enfouie du vieillissement, de perdre son autonomie, d'être vu comme faible. Ce n'était pas l'employé qui déclenchait sa colère, c'était une ancienne blessure liée à l'identité. Quand il a reconnu cela, sa réaction a perdu sa force. Le observateur compatissant, c'est le plus important. Regarde tout ce que tu découvres avec la même douceur que tu offrirais à un enfant.
Pas avec critique, pas avec honte. Chaque schéma que tu portes a commencé comme une protection. Chaque réaction automatique était autrefois une stratégie de survie. Doña Consuelo, veuve de 67 ans à Guadalajara, avait tendance à surcontrôler ses enfants adultes. Elle appelait sans cesse, voulait tout organiser, s'inquiétait pour chaque détail. Au lieu de se blâmer, elle a observé ce schéma avec compassion. Et elle a compris. Ce comportement est né quand elle s'est retrouvée seule, avec 3 enfants petits, dans une période extrêmement difficile. Contrôler, anticiper, surveiller était ce qui les avait protégés. Ce schéma avait sauvé sa famille. Aujourd'hui, il n'eût été plus nécessaire. En le remerciant intérieurement, plutôt que peu en le combattant, elle a commencé à le relâcher naturellement. Avec le temps, ces 3 observateurs ne restent plus confinés à tes exercices du soir. Ils deviennent une présence intérieure. Tu commences à remarquer tes réactions en temps réel. Tu vois une émotion monter, tu sens une tension apparaître. Tu reconnais un vieux schéma se déclencher et au lieu d'être emporté, tu observes. Et dans cette observation, quelque chose se détend. Un espace s'ouvre. C'était là que naît la liberté. Pas une liberté parfaite, pas une maîtrise totale, mais une liberté réelle, humaine, progressive. Tu as maintenant entre les mains une carte intérieure. Elle ne te promet pas une vie sans douleur. Elle ne supprime pas les défis, mais elle te donne la conscience. Et avec la conscience, le choix. Chaque fois que tu observes au lieu de réagir automatiquement, tu reprends un peu de pouvoir sur ta vie. Chaque fois que tu comprends un schéma au lieu de le combattre, tu le transformes. Chaque fois que tu regardes avec compassion au lieu de juger, tu guéris. Ce chemin ne se termine pas ici. Il dure toute une vie. Mais maintenant, tu ne marches plus à l'effet aveugle. Tu sais pourquoi certaines portes sont lourdes, tu sais d'où viennent certaines peurs. Tu reconnais les voies du passé. Et peu à peu, tu apprends à choisir les tiennes. La carte est en toi. Le voyage t'y appartient. Et la liberté commence. Chaque instant où tu deviens conscient